Le Burkina Faso regorge de sites culturels pittoresques susceptibles d'être classés patrimoine matériel. Parmi ces sites, l'on peut mentionner le village de Komi, emblématique par son architecture. Cette localité est située à environ 15 km de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Charmé par la particularité de ce village Komi, je décide de m'y rendre pour le découvrir et faire voir au reste du monde le riche patrimoine des Bobo-Mandara. Une fois dans cette localité, mon enthousiasme laisse place à la confusion. Je suis frappé par une stupeur indescriptible. Le village atypique que j'admirais sur les réseaux sociaux est devenu l'ombre de lui-même. Pourtant, les images que j'ai consultées datent seulement des années 1990. Mais que s'est-il passé en si peu de temps? Errant sans but précis aux côtés de mon guide du jour, je découvre que malgré ce spectacle désolant, un souffle de vie subsiste dans la cité de Komi. Un brin de vie comparable à un oasis qui vous fait oublier les longues heures de marche dans un désert brûlant. Au contact de ces populations, je ressentis une chaleur humaine que vous ne trouverez nulle part dans nos sociétés urbanisées. Je décide alors de m'intéresser aux efforts de cette communauté pour sauvegarder sa culture. Komi est à mon avis un musée à ciel ouvert, la caricature d'une société en pleine métamorphose et où il nous est permis de voir comment nos sociétés s'adaptent sinon résistent à la globalisation des pratiques culturelles. C'est peut-être la triste histoire de nos grandes villes africaines. Les ancêtres des Bobo-Mandara seraient venus du Mandé. Ils se seraient installés dans un premier temps à Kibidoué, actuel Sia. La légende raconte par ailleurs que c'est lors d'une partie de chasse que les deux frères de la tribu se seraient aventurés sur les rives du Marigoku. Au vu de l'abondance de la végétation et du gibier, les frères aînés décidèrent de s'installer aux abords de ce cours d'eau. Le frère cadet retourna alors s'installer à Kibidoué et fonda son village. Mais jusqu'à présent, le droit d'aînesse l'oblige à avoir recours au chef de Komi lors des rites coutumiers. À Komi, la gestion de la cité se fait autour d'un chef coutumier secondé par un chef de terre. Les deux suzerains sont assistés par un collège de sages. Afin de préserver le bon vivre ensemble dans le village, ces préceptes hérités des ancêtres sont toujours de mise. Il faut dire que Komi, de façon pratique dans son administration, est effectivement régi par un chef coutumier et accompagné d'un chef de terre. À côté de ceux-là, vous avez une équipe qui constitue le tribunal de village, alors qui juge les faits liés à certains mauvais comportements ou mésententes entre les administrés. Alors, à côté de ça, vous avez un chef, un représentant du chef de terre chargé de gestion des litiges proprement dit. Et aussi, vous avez un responsable chargé des questions des griots, qu'on appellera chef des griots, qui n'a rien à voir avec l'administration générale, mais qui accompagne le chef dans les questions liées aux griots.
Alors, vous avez à côté de cela le chef du dos chargé effectivement de la gestion des questions liées à l'aspect croyance du dos. Nous sommes en mai et c'est bientôt la saison des pluies dans la région. Les villageois vaquent, comme il est de coutume, à leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, tous les dignitaires du village sont mobilisés pour préparer la grande cérémonie annuelle des funérailles. Une cérémonie très importante pour la communauté car elle consacre le départ définitif des défunts vers la cité des ancêtres. Cérémonie sans laquelle les âmes des défunts seraient condamnées à errer. Mais visiblement, un problème se pose. Notre caméra n'est pas la bienvenue à cette rencontre. Après moult tractations, le chef et ses notables acceptent pour la première fois qu'une équipe de télévision capte ces instants. Mais avant, il a fallu demander l'autorisation des ancêtres. C'est une société très organisée et très exigeante du respect de la tradition. Une fois intronisé, le chef coutumier, par exemple, est condamné à ne plus franchir les limites du village. Il veille sur son village, c'est l'âme de Koumi. Avec l'aide des différents notables, il oriente et coordonne la gestion de ce qui se passe à l'intérieur du village. Il gère ainsi les mariages, les funérailles, les initiations, les litiges autres que ceux fonciers. Le chef de terre, lui, s'occupe de ce qui est hors agglomération, c'est-à-dire la gestion des terres cultivables, les forêts et autres conflits de son ressort. Le charme de Koumi, dans un passé très récent, reposait sur son architecture. En effet, les habitats sont faits à base de modes d'argile et de bois, comme l'exigent les notables et les ancêtres. Pourtant, à première vue, l'on pourrait croire à des bâtisses faites de briques en banco. La technique de construction se transmettait d'une génération à une autre à travers les travaux de construction communautaire. Aujourd'hui, la donne a changé. L'individualisme et l'omniprésence de l'argent dans nos sociétés ont fini par avoir raison de cette organisation sociale. Nous sommes à l'approche de la saison des pluies. C'est la période propice aux réfections et aux nouvelles constructions. Sanou Sokro répète les mêmes gestes depuis plusieurs décennies dans la case qu'il a vu naître. Mais on se manque un bien. Bon, on est sélectionné qui vont tout. Qui connaît les arts, sans qu'il les a. Il est deux psy. On est barré qui dit. Mais il y a young mais se manque un young mais. Bon, mais on courait les plats côté non. Bien ce qui vont dire. Voilà. Donc on va peut-être d'abord l'enda. Comme tous les habitants de Koumi, Sokro refait sa case comme ses ancêtres, comme s'il ignorait l'existence des matériaux définitifs. Changer les choses pourrait exposer le village à la colère des dieux. Il s'en remet donc au respect des consignes
donnée par les ancêtres. Le chef coutumier veille et s'assure ainsi du respect des préceptes ancestraux. Il ne permet que l'implantation des concessions à mode de terre ou d'argile. Pour la toiture, les tôles en métaux sont tolérées pour les concessions des familles. Mais les concessions qui servent pour les initiations et autres rites collectifs sont en terre battue. L'organisation du village impose aux habitants des quartiers au centre de Koumi un strict respect des traditions. Les modérés et ceux qui se sont convertis à d'autres religions vivent en périphérie. Au centre, de nombreux fétiches trônent à chaque intersection, au milieu des rues et devant pratiquement chaque concession. Chaque hôtel gère un besoin précis des populations. Ça, c'est le fétiche des enfants. Des enfants qui ne sont pas encore initiés, qui vont chercher ces fétiches-là. Tard la nuit, ils se regroupent dans un coin où ils vont dormir nus. Bon, tu montes là-bas sans pantalon. C'est des culottes qui n'ont pas de poches. Voilà, donc finalement, tôt le matin, ils s'en vont en brousse chercher les racines et pour amener le fétiche là au village. C'est un fétiche qui date de dates. On ne sait même pas qui est le propriétaire de ces fétiches. Mais c'est seulement ceux qui sont désignés par le chef dire que c'est les responsables des non-initiés qui s'occupent de ça. Sans quoi une personne quelconque ne peut pas s'occuper de ces fétiches-là. Bon, après avoir allé les chercher, donc ils vont aller ramasser la terre pour venir mélanger avec de l'eau. Et le lendemain, ils vont chercher les résidus du fonio pour venir pétrir ça et mélanger les résidus du fonio pétri pour le construire. Et donc, après avoir construit, ils viennent faire les sacrifices. Et après avoir fait les sacrifices, ils dansent le soir. Et après avoir dansé, ils vont manger les poulets dont ils ont égorgé. Le vœu qu'ils demandent, c'est de leur donner soit une femme, soit de l'argent et gagner une longévité pour être initiés eux aussi. Bon, ça c'est Douaya. Et c'est un fétiche qui appartient à toute la population. Donc c'est un fétiche qu'on adore vers le mois de septembre-octobre. Et bon, là, tous ceux qui sont concernés sont bons à préparer les dolos. Donc chacun amène sa poule.
Après, ça poule. Bon, quand ils arrivent ici, il y a celui qui est chargé à égorger est là. Il se lève, il cause avec sa poule, il le donne à celui qui l'égorge. Et il l'égorge. Et bon, il y a des gens qui sont là pour ramasser. Donc, après avoir fait ça, ils vont se déplacer ici pour aller de l'autre côté. Et là, c'est là maintenant ils vont aller griller, déplumer les poules. Après avoir déplumé ça, on part donner à quelqu'un qui est chargé pour voir les intestins. Et les intestins arrivent au griot. Les têtes, ça appartient au forgeron. Donc, toi, le propriétaire de la poule, tu peux préparer ton taux et le soir venu, vous vous retrouvez ici, vous mangez ensemble. Bon, là, on demande une bonne pluviométrie et une bonne moisson. Bon, et surtout, les plantes qui donnent à manger aussi, telles les nérés, les karités, parce qu'on utilise le beurre de karité pour quand on va faire ces sacrifices-là. Le christianisme et l'islam sont les autres religions pratiquées dans ce village. Ces différentes communautés cohabitent et vivent en parfaite harmonie. Il y a une relation cordiale et de bon voisinage qui règne entre nous et le séminaire. Et je profite de l'occasion pour leur dire un grand merci parce que d'abord c'est eux qui nous ont donné ce lopin de terre qui a servi pour l'érection du séminaire. Donc à partir de là, entre nous et eux, même si on ne partage pas les mêmes croyances, il y a un bon voisinage qui se traduit par une visite de courtoisie, la participation aux événements du séminaire comme aussi aux événements du village. Voilà. Et le séminaire a des manifestations culturelles auxquelles sont invités les villageois. Et il y a des manifestations sportives, surtout par exemple les matchs de football qui opposent les séminaristes avec les jeunes du village. Donc c'est pour vous dire qu'au quotidien, donc, il y a une relation harmonieuse qui existe entre le séminaire et le village. La culture des Bobo Mandarays de Koumi est menacée. Heureusement, la jeunesse en est consciente et elle a pris les dessus à travers l'association des ressortissants de Koumi pour soutenir les actions de développement dans ce village. Comme tout développement ne saurait se mettre en œuvre sans le socle culturel, elle mène plusieurs actions allant dans ce sens. Nous nous penchons aussi sur le volet socio-culturel. Particulièrement la protection des bosquets sacrés. Là, on a déjà initié un projet pour délimiter les bosquets sacrés. Mais il y a un facteur qui nous angoisse beaucoup. C'est-à-dire que c'est la préservation de notre patrimoine architectural traditionnel. De plus en plus, avec le temps, c'est-à-dire que ces ouvrages sont presque en ruine. Et nous ne savons pas comment faire pour les réhabiliter. Franchement, ça nous tient à cœur. Mais malheureusement, c'est organisé par famille. C'est-à-dire qu'avec l'exode, les migrations aujourd'hui, le village s'est presque un peu vidé de ses braves valides. Donc si toutefois on pourrait avoir un soutien quelconque, pour voir comment on pourrait réhabiliter ce patrimoine, parce qu'il est un peu atypique. Ailleurs, les gens construisent en briques, mais chez nous, c'est la terre, des modes de terre que nous construisons. Donc si toutefois on pourrait avoir un soutien quelconque pour réhabiliter ça, ça allait être vraiment un plaisir pour nous.
Malgré la bonne volonté des habitants et les actions louables de l'association des ressortissants, force est de constater que la survie du village de Komi, en termes de préservation de son patrimoine culturel, inquiète plus d'un villageois. Bakary en parle avec désarroi. Si rien n'est fait avec les facteurs assimilatifs, j'appelle facteurs assimilatifs, c'est-à-dire que les facteurs qui peuvent venir engloutir notre tradition. D'abord, il y a eu l'Église catholique qui a fortement influencé nos traditions. Après, il y a eu l'école classique qui a aussi fortement influencé nos traditions. Maintenant, l'autre facteur menaçant pour notre culture, notre tradition, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que nous sommes en train d'être phagocytés par la ville de Bobo-Dioulasso. Donc si je me projette dans 10, 15, 20 ans, 30, 50 ans, ça veut dire que si on ne prend pas garde, ça veut dire qu'il n'y aura plus de traces de nos valeurs culturelles. Sinon presque tout va disparaître. Ouais. Donc c'est vraiment une inquiétude pour moi. Rien ne peut contre la marche du monde, comme nul ne peut vivre en vase clos. Komi, comme tous les villages, subissent ou subiront tôt ou tard les conséquences de l'urbanisation galopante de nos villes. Mais il est un devoir pour nos gouvernants de sauvegarder Komi et peut-être d'autres cités comme des contrées témoins d'une civilisation ingénieuse et qui mériterait d'être préservée, du moins pour la postérité. Il urge donc que les autorités du ministère en charge des questions culturelles achèvent le travail de répertoriation des sites et que des mesures urgentes soient prises pour sauvegarder Komi.